Salut à tous, aujourd'hui on est avec Patrick de la chaîne Axolot. Merci à toi Merci. Pour cette interview. Pour commencer, tout d'abord, rappelle-nous juste un petit peu l'origine de cette chaîne. Comment est-ce que tu es venu à te mettre sur YouTube? Alors, ça a démarré par la radio, donc dans les années 2000. Donc j'avais une émission où je parlais chaque semaine d'histoires extraordinaires, de faits étonnants. Et ensuite, en 2009, j'ai ouvert un blog donc, qui s'appelait Axolot, qui est à l'origine du concept Axolot. Et en 2012, j'ai écrit un premier bouquin qui est un recueil des articles que j'avais écrit sur Axolot. Et ensuite, en 2013, j'ai décliné le concept en chaîne YouTube, donc, puisque à l'époque, il me semblait qu'il n'y avait pas tellement de contenu de ce type-là. Je trouvais qu'il y avait une lacune sur ce type de contenu en France, c'est-à-dire le contenu lié à la connaissance, à la vulgarisation, bon. Et puis à l'étonnement, quoi. L'effervescence intellectuelle, et aux États-Unis il y avait beaucoup de chaînes de cet esprit-là, et donc je me suis dit bah, tiens, il y a peut-être une place pour ça sur YouTube, quoi. Donc j'ai repris un petit peu les thèmes que je traitais sur le blog, et puis là j'ai vite vu qu'effectivement il y avait une demande pour ce genre de contenu, et du coup ça m'a encouragé à continuer tout simplement, et puis voilà, on a comment la chaîne. Et sur cette curiosité, cette passion pour l'étonnement, les curiosités, comment ça t'est venu? Comment tu t'es forgé ce goût-là? Eh ben, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours été attiré par le mystérieux, par l'énigmatique, par l'étrange. Et puis, en fait, avec Axolot, la grande nuance qu'il y a avec ce que je faisais à la radio, par exemple, c'est que je me consacre exclusivement au réel, quoi, à des faits avérés, documentés, authentiques, puisque ça permet de prendre conscience du caractère extraordinaire du monde qui nous entoure. Et donc je me focalise sur les curiosités du monde, quoi. C'est une manière de réenchanter un peu le réel, tout simplement. Et très souvent, la réalité va plus loin que la fiction, puisqu'il n'y a que la réalité finalement qui peut s'affranchir du réalisme, quoi. Quand on écrit une fiction, on doit s'efforcer de la garder plausible en réalité, alors que la réalité peut s'affranchir de ça. Donc les histoires les plus étonnantes, les plus surprenantes, les plus extraordinaires, c'est souvent dans le monde réel qu'on les trouve. Donc c'était ça la nuance avec Axolot. Il a envie aussi de rendre les gens curieux, parce que des fois on peut perdre aussi ce sens de curiosité, cette envie de s'informer, de lire. Il y a aussi cette volonté de dire aux gens, bah, regardez, on peut découvrir de belles choses. Ouais, c'est aussi une façon de montrer d'autres facettes du monde aux gens, puisque je pense que le monde, c'est d'abord l'image qu'on s'en fait dans notre tête. Donc on réagit en fonction de cette image mentale qu'on a du monde, et très souvent elle est conditionnée par le traitement médiatique de l'information, et du coup on peut avoir tendance à avoir une vision plus noire parfois, ou plus déprimante que ce qu'est le monde en réalité, quoi. Et donc moi j'essaie de mettre le projecteur sur des choses plus merveilleuses, plus étonnantes, plus fascinantes, pour rappeler aux gens que oui, ça peut être aussi ça, quoi. Le monde qui nous entoure, il y a aussi des trucs incroyables, il y a aussi des gens extraordinaires, des lieux fascinants. Il n'y a pas que dans la fiction, on n'est pas obligé de se réfugier dans la fiction pour sortir, voilà, parfois de la tristesse du monde réel tel qu'on peut le voir dans les infos. On peut tout simplement regarder ailleurs, et ça existe aussi. Est-ce que vous avez déjà visité un cabinet de curiosité? Apparus en Europe vers la fin du XVIe siècle, les cabinets de curiosité étaient des endroits étranges dans lesquels on regroupait des objets de toutes sortes. Antiquités, œuvres d'art, animaux empaillés, mais surtout des bizarreries allant de la relique ensorcelée au squelette de créatures mythiques. Et tu le disais, tu as été un des premiers à te lancer sur ce créneau-là. Maintenant, il y a aussi beaucoup de chaînes un peu liées aux curiosités, il y en a un peu de plus en plus. C'est pas compliqué d'être en compétition, le fait que tu sois un peu arrivé en premier te permet de ne pas trop souffrir des comparaisons et de la concurrence? Je ne sais pas vraiment s'il y a de la compétition en réalité sur YouTube, parce que, en fait, les gens qui regardent tes vidéos ne vont pas s'empêcher d'aller voir celle du voisin, quoi. Donc je pense au contraire que la diversité des chaînes donc, permet aux gens d'aller picorer d'une chaîne à l'autre pour en apprendre toujours plus, pour en connaître toujours plus.
Je pense qu'au contraire, il y a une espèce de soutien mutuel entre les différentes chaînes. Quand on découvre une chaîne qui nous passionne, on a envie, au contraire, de découvrir davantage de contenu dans cet esprit-là. Et donc, non, je pense qu'au contraire, les chaînes se renvoient des gens. Puis ça se vérifie aussi par le biais des vidéos en commun, quoi, des gens qui invitent d'autres personnes. Je ne pense pas qu'il y ait de compétition, quoi. Il y aurait compétition si, par exemple, une personne se disait bon, ok, j'ai 1 heure de YouTube devant moi sur ce mois, et donc je ne vais pas pouvoir voir les vidéos de cette personne, je vais me concentrer sur celle-là. C'est pas le cas. Donc je ne pense pas qu'il y ait une compétition. Après, au niveau des thèmes et du fait de ne pas refaire ce que quelqu'un d'autre a déjà fait, c'est vrai que plus ça va, plus c'est compliqué, parce que donc moi, quand j'ai ouvert la chaîne, en 2013, il y avait beaucoup de contenu qui était lié aux jeux vidéo, par exemple, ou aux critiques cinéma, etc. Mais assez peu de contenu lié à la vulgarisation, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à défricher, quoi. Et plus ça va, plus il y a de chaînes donc, liées au savoir et à la vulgarisation, plus c'est compliqué de trouver une niche qui n'a pas déjà été exploitée. Et si on décide de s'attaquer à un sujet ou à un domaine qui a déjà été exploité, eh ben, il faut qu'on ait vraiment quelque chose de nouveau à apporter, quoi. Par exemple, j'en sais rien, je pense à la biologie, admettons. Si aujourd'hui on veut faire une chaîne de biologie sur YouTube, vu qu'il y a déjà Dirty Biology qui est vraiment très bon dans ce qu'il fait, à moins d'avoir un truc vraiment particulier à apporter en plus, c'est vrai que on risque effectivement de se faire drainer son public potentiel par le gars qui est déjà en place et qui fait déjà très bien ce qu'il fait, quoi. Donc, Et Axolot, malgré tout, il y a quand même un gage fort de qualité, que ce soit dans le tournage, dans le cadrage, dans l'écriture, dans la narration. Tu mets quand même toutes les chances, toutes les choses de ton côté pour faire bien les choses, quitte à sortir pas des vidéos régulièrement toutes les semaines comme certains peuvent le faire, mais au moins à chaque fois les vidéos sont nickel, quoi. Bah, en fait, moi j'ai jamais eu cette pression de la régularité. J'ai toujours fait les choses comme j'en avais envie, j'ai toujours fait les vidéos quand j'avais envie de parler de quelque chose en particulier, quoi, c'est ça surtout. Je me suis jamais forcé à faire une vidéo pour faire une vidéo, parce que il fallait absolument qu'il y ait du contenu, qu'il y ait du flux. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est parce que j'ai envie de parler d'un truc. Je me dis ça, il faut que je partage ce truc-là, donc je la fais. Et je continue en fait sur cette lancée, quoi. Et je pense que du coup, forcément, ça se retranscrit, j'espère en tout cas, dans la qualité de la vidéo. C'est-à-dire quand on voit les vidéos de la chaîne, on se dit pas tiens celle-là, il a faite parce qu'ils se sont peut-être obligés de faire quelque chose. On sent que c'est parce que c'est un truc qui m'intéresse réellement, quoi. Donc il y a eu le blog, la radio, les livres, les vidéos sur YouTube. C'est aussi cette envie d'être multi-support aussi, de tester plein de choses. Ouais, moi j'ai toujours été attiré par divers formats, puisque ça permet de raconter les histoires de façon différente aussi. Et donc ça a commencé par la radio, puis l'écrit, puis la vidéo, et puis avec la veillée par exemple, il y a aussi un spectacle vivant qui consiste à faire venir des gens sur scène pour raconter des histoires extraordinaires. Et tout ça, c'est des vecteurs qui me permettent à moi de partager ma fascination pour les curiosités, pour les choses étonnantes, extraordinaires. Et donc oui, j'aime bien varier un peu les plaisirs, et pour l'instant c'est quelque chose qui m'amuse, donc je continue. Notre visite commence par celui des antiquités égyptiennes. Ce département contient l'une des collections égyptologiques les plus prestigieuses du monde, et son premier conservateur n'était autre que Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes lui-même. On y trouve de nombreux chefs-d'œuvre, comme le célèbre scribe accroupi qui frappe par son réalisme et la finesse de ses traits. Et c'est satisfaisant aussi, même si on n'a pas un contenu régulier, que chaque vidéo d'Axolot et même que chaque clip qui sorte, des mois, des années après, continue de regarder, acheter, consommer. C'est quand même, peu importe que les années passent, le travail reste quand même vachement reconnu. Je pense qu'il y a des trucs qui sont pas périssables, quoi, qui sont pas attachés à l'actualité. Typiquement, si tu fais une chaîne de critique ciné et que tu parles des films qui sortent, évidemment, au bout de quelques années, ça va avoir tendance à périmer un petit peu, quoi. Alors que si tu racontes une histoire, mais que ce soit, dans le cadre d'une chaîne de vulgarisation scientifique ou historique, tu racontes quelque chose qui s'est passé, par exemple, ou tu racontes un principe scientifique, ça ne perdra pas de valeur avec le temps, quoi. Et donc oui, je pense qu'il y a des contenus qui sont plus intemporels que d'autres. D'accord. Et justement, tu as eu des émissions, c'est Les Étranges Escales, tu en as tourné une ici dans le Vaucluse, sur les lieux un peu insolites, les curiosités du Vaucluse.
il y en aura d'autres qui vont arriver bien sûr. Il y a aussi l'envie d'en faire en France, parce que j'imagine qu'on n'a pas forcément besoin d'aller très loin dans le monde pour trouver plein de curiosités. J'ai l'impression que toutes les régions de France peuvent avoir des vidéos à faire, non? Alors oui, alors le truc c'est que la première étrange escale c'était à New York, la deuxième c'était à Londres, et donc du coup en France l'évidence c'est de la faire à Paris, puisqu'il faut qu'il y ait autant de choses à dire que dans les précédentes émissions. Mais avec le temps effectivement j'ai collecté de plus en plus de lieux surprenants à travers la France, et je pensais faire peut-être une sorte de road trip à travers le pays, parce que très souvent c'est un élément, une statue, un lieu, un objet dans telle ville, donc c'est pas suffisant pour faire une émission complète, mais ça peut s'intégrer dans une émission globale avec différents lieux, donc, ou alors, comme pour le Vaucluse, à travers un département entier, quoi. Donc le Vaucluse, c'est des dizaines et des dizaines de villages, donc si on prend chacun de ces villages indépendamment, il n'y a pas assez de matière à faire une émission complète, mais chaque village a une particularité, un lieu surprenant, une histoire étonnante, donc si on cumule tout ça, on peut avoir assez de matière que dans un épisode consacré à New York par exemple. Donc ça peut être amené à se reproduire sur d'autres départements. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Et donc du coup il y a aussi la volonté de faire d'autres étranges escales dans le monde entier. Il y a eu ce projet sur Ulule, ce financement participatif, 130 000 € sur les 30 000 initialement demandés. Tu as été un peu dépassé par ce soutien massif? Complètement, parce que vraiment je m'attendais pas. Déjà j'étais pas certain que ça fonctionne tout court. Jusqu'au jour J. Je me disais, si ça se trouve, ça va pas du tout marcher, quoi. Parce que c'est une chose d'avoir des gens qui suivent ce que tu fais en vidéo ou dans tes bouquins, etc. Mais c'en est une autre de s'investir financièrement dans un projet. Et puis donc très vite, j'ai vu qu'effectivement, il y avait un soutien concret de la part des gens, puisque en 2 heures, l'objectif a été atteint, quoi. Et donc là, oui, j'ai... Voilà, donc oui, là j'ai vraiment pris conscience du soutien concret des gens. Je me suis dit, wow, il y a un public qui est prêt à s'impliquer financièrement dans ce que je fais. Et donc ça a été aussi une prise de conscience réelle de ce soutien, et c'est très touchant, et ça donne envie d'être à la hauteur de la confiance surtout. Donc là, vu que l'objectif a été largement dépassé, on va pouvoir faire plus d'épisodes que ce qu'on avait prévu au départ, on va pouvoir aller plus loin aussi que ce qu'on avait imaginé, et on va faire notre possible pour que ce soit au top, quoi, pour que les gens ne soient pas déçus. Justement, ça fait pas presque trop d'argent, en fait, c'est pas presque trop par rapport à ce que tu avais prévu au départ, non? En réalité non, parce que il y a une réalité de la production audiovisuelle qui peut peut-être échapper au public, mais quand on a le nez dedans, on se rend compte du coût réel de tout ça, quoi, parce qu'il faut évidemment salarier toute une équipe, il y a un matériel qui est assez onéreux, et là en plus dans le cas d'Étrange Escale, il faut aussi couvrir les frais de déplacement, d'hébergement, donc tout ça coûte extrêmement cher, et en réalité c'est un budget qui est à peu près similaire, ou peut-être inférieur à ce qu'aurait dégagé par exemple une chaîne de télévision si elle avait voulu produire une saison d'Étrange Escale. Et donc en réalité, c'est juste assez pour produire une saison, et au début on avait commencé sur 30 000 € en se disant voilà, on complétera comme on peut, ça sera déjà une bonne aide. Et puis là en réalité on a juste ce qu'il nous faut pour faire 7-8 épisodes, quoi, sans être trop coincé. Nous sommes en Allemagne, au centre d'entraînement des astronautes de Cologne. Il s'agit du seul centre d'entraînement pour astronautes en Europe. Patoche, j'ai piqué des badges. Comment ça, t'as piqué des badges? Non mais comme ça on va peut-être pouvoir tester des machins. Non mais c'est super chaud, on peut pas faire ça, attends. Non mais t'inquiète, je connais. Mais c'est super risqué, attends. Non, mais... Viens, il y a pas mal de vidéastes qui ont recours à Ulule et même à Tipeee pour les aider, mais il y en a aussi qui craignent d'être redevables à leur communauté. Il y a eu cette peur aussi un petit peu de devoir leur rendre ce pourquoi ils ont donné de l'argent, et d'être du coup un peu de redevable, vu qu'il y a un acte monétaire en fait, contrairement à YouTube habituellement. Et ben là, pour le coup, oui, on est redevable des épisodes, quoi, tout simplement. Bon, le truc c'est qu'il y a aussi les contreparties, donc il y a les contreparties physiques, c'est-à-dire que les gens qui ont participé à la campagne n'auront pas simplement des épisodes en contrepartie. Il y en a qui vont recevoir des livres, des BD, donc en plus cette année il y a 2 nouveaux bouquins qui sortent, donc il y a le tome 4 de la BD d'Axolot et Lieu secret, qui est la suite de Terre secrète, qui est un livre que j'avais sorti l'année dernière sur les merveilles
extraordinaires et méconnues de la nature. Et donc les gens vont recevoir donc, directement ces bouquins-là. Et il y a aussi une figurine qu'on a pu faire avec donc, le surplus qui a été obtenu. On a pu donc, tirer une figurine collector à 1000 exemplaires, donc, qui sera uniquement disponible dans le cadre de cette campagne-là. Et puis voilà, quoi. Donc les gens qui ont participé auront vraiment des contreparties très concrètes, physiques. Et en plus, bien sûr, il y aura ces épisodes qui seront du coup visibles par tout le monde, quoi, pas uniquement par les gens qui ont participé. Mais il y en a qui ont participé avec la satisfaction de se dire « Ok, ben, j'ai soutenu un truc que j'avais envie de revoir ». Et donc oui, j'ai été très étonné de voir la quantité de gens qui me disaient ben, « Moi, je ne veux pas de contrepartie, quoi. Juste ça me fait plaisir de participer à un projet qui ne peut pas se faire parce que c'est onéreux forcément, mais que j'ai la possibilité de faire revenir. » Quoi. Ouais. Et justement, t'en parlais juste avant, comme quoi la télé aurait pu sur la table le même coup si la télé par exemple voulait faire produire une saison. L'éventualité s'est proposée, je sais pas, il y aurait pu avoir la volonté, parce que Axolot c'est un peu du format long, ça pourrait intéresser la télé, il y a eu cette envie de faire de la télé ou pas du tout? Moi vraiment je cours pas après la télé, par contre il y a eu des propositions, il y a eu des rendez-vous avec des chaînes de télé qui étaient intéressées par le format, par le concept. Mais le truc, c'est que forcément, avec la télé, on doit passer par tout un tas d'intermédiaires, par tout un tas de validations. Il faut que le truc plaise aux annonceurs, il faut que ce soit formaté pour toucher telle cible. Et donc moi, ça m'a gonflé très vite, parce que quand on vient de YouTube et qu'on est totalement libre, on commence à nous expliquer que là, il faudrait que ce soit plutôt tel format, et puis ce serait pas mal si là on pouvait mettre un sponsor, et puis là si on pouvait faire que de la voix off éventuellement, et qu'en plus sur Instagram toutes les semaines, tu vois, ok, là ça va pas le faire, parce que si on fait quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'avais prévu au départ, ça ne m'intéresse plus, quoi. Et c'est comme ça que l'idée du financement participatif a germé. Je me suis dit que, voilà, je recevais beaucoup de messages de gens qui me demandaient s'il y aurait d'autres étranges escales. Le truc, c'est que, comme c'est un format qui coûte plus d'argent que les autres, moi, j'avais pas la possibilité d'en faire autant que ce que j'aurais voulu, quoi. Et donc, je me suis dit, si on passe par le financement participatif, les gens pourront voir un programme que manifestement ils ont envie de voir, et ils pourront le voir tel que je l'ai imaginé, quoi. Enfin, de la meilleure manière possible, en fait. Pas dénaturé par les exigences d'un producteur, d'un service marketing, d'un annonceur. Donc voilà pourquoi ça ne s'est pas fait avec la télé. J'ai eu aussi une proposition, c'était juste avant en plus le lancement de la campagne Ulule, quoi, pour une chaîne, donc c'est sur la TNT, qui était intéressée sur un format assez similaire, quoi, donc justement de lieux à travers la France avec des légendes et des mystères, des trucs un peu inquiétants, mais ça flirtait avec le paranormal et j'avais pas envie du tout d'aller dans cette direction. Et donc du coup, ça s'est pas fait, mais je pense qu'il y a quelques années de ça, peut-être que ça aurait été différent, c'est-à-dire avant qu'Axolot ne décolle, peut-être que si j'avais été approché par la télé, je me serais dit waouh, c'est dingue quand même, qu'ils viennent me voir. Là aujourd'hui, vu que la chaîne est installée, qu'il y a une communauté et que je fais ce que je veux, vraiment je cours pas après la télé, quoi. Il faudrait que j'ai la même liberté que sur YouTube en réalité, et pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc, Chers amis curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode des Axoportraits. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un professeur d'université dont le parcours fut si extraordinaire qu'on dit qu'il a inspiré les aventures d'Indiana Jones. Mais à vrai dire, la carrière d'Indiana Jones fut sans doute moins mouvementée. Et tu as fait de la radio justement avant de te lancer sur YouTube. C'est pas compliqué justement de faire vivre des lieux étranges sans images. C'est vrai qu'il y a quand même c'est quelque chose de très graphique, mais dans Axolot, on s'est beaucoup habitué à avoir de l'image. C'est un autre travail justement de tout faire passer par la voix et de faire découvrir ça sans image. Justement, la différence avec la vidéo, c'est que on s'adapte un petit peu au format, quoi. À la radio, c'est très propice aux histoires extraordinaires. Par exemple, sur la chaîne, il y a le format des Axoportraits. Qui est extrêmement narratif, du coup ça pourrait être des podcasts audio typiquement, quoi. Et c'est pour ça que justement dans les Axoportraits, on a intégré systématiquement des séquences animées pour apporter une plus-value visuelle, parce que ça pourrait être totalement des podcasts audio, et c'est le genre d'histoire que je privilégie à la radio, quoi. Or les vidéos permettent de mettre en avant des sites extraordinaires, de mettre en avant des choses qu'on a envie de voir quand on écoute. Donc oui, le format,
tendance à conditionner aussi les sujets, quoi, forcément. Et cette expérience radio, t'en tires un bon bilan aussi, ça a été quelque chose de très intéressant, formateur pour toi Moi, c'est vraiment à la radio que je pense que j'ai appris à raconter des histoires, à intéresser un auditoire. Donc j'en ai fait en tout pendant 7 ans et ça a été vraiment une école très très enrichissante, quoi. Et s'il n'y avait pas eu cette émission de radio, il n'y aurait sans doute pas eu Exocet par la suite, Axolot je veux dire, parce que en fait j'avais pris goût à partager les choses incroyables que je découvrais, et que je découvrais pour mon enrichissement personnel. En fait, je passais beaucoup de temps à faire des recherches pour m'étonner, pour m'émerveiller. Et quand l'émission de radio s'est arrêtée, moi j'ai continué à faire ça de mon côté, quoi. Puis à un moment je me suis dit mais je peux pas garder tous ces trucs pour moi, tous ces trucs dingues que je découvre au fil de mes recherches. Et donc il y avait ce besoin de partager. Et c'est né aussi de la radio, quoi. C'est un vrai plaisir de partager les choses et de savoir qu'on suscite l'étonnement chez les gens. Donc tu écrivais aussi donc, tes chroniques à la radio, tu écrivais les livres, les vidéos Axolot, tu as fait de cette radio-là. Tu as envie ou pas forcément de retourner, peut-être dans la presse écrite, à la radio, il y aurait envie de faire des choses ou tu n'as pas vraiment le temps aussi d'explorer d'autres pistes? C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué parce que donc il y a les bouquins, il y a donc là les étrangers scalps qui vont démarrer. Mais cela dit, moi je sais, je suis persuadé que je retournerai tôt ou tard à la radio ou au podcast parce que c'est un truc qui me plaît vraiment. Bon là, il se trouve qu'il y a l'ami Thomas Hercouet qui fait régulièrement ses nuits originales qui permettent d'assouvir mes envies de radio tous les 3 à 4 mois, mais j'aimerais bien faire un truc plus régulier. Et là, bon voilà, il y a de plus en plus de podcasts géniaux en plus qui émergent. Et donc je sais que tôt ou tard j'y retournerai parce que c'est un format qui est passionnant et très agréable à faire. Et justement, en parlant de médias, toi tu t'informes beaucoup, tu lis la presse, tu écoutes la radio, tu regardes la télé, comment ça se passe toi pour niveau actualité? Je pense que je m'informe le plus possible, vraiment, parfois trop d'ailleurs. Et je pense que quand on est trop dans l'actualité, justement, on a tendance à avoir une vision du monde qui est un peu conditionnée par ce qu'on voit. Et comme généralement la tendance est plutôt catastrophiste, on peut avoir tendance à se fabriquer un tableau plus noir que ce qu'il n'est dans notre tête du monde. Donc j'essaie d'avoir des antipoisons, justement, d'élargir mes recherches au-delà de la seule actualité, quoi. Donc pour avoir une vision un peu plus globale de la réalité, de la complexité du monde. Mais oui, je m'informe autant que possible et j'essaie de le faire à travers des sources, évidemment toujours fiables, mais des sources qui n'ont pas forcément le même point de vue sur le monde, quoi. Donc ça passe notamment par des médias étrangers le plus possible. Courrier International, c'est un très bon exemple d'un média qui permet d'avoir des regards très différents sur un même sujet, quoi. Je suis né dans le Vaucluse. Et comme ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une étrange escale en France, je me suis dit que ce serait pas mal de commencer par un endroit que je connais bien. Le Vaucluse, c'est l'essence même de la Provence telle qu'on l'imagine. Avec ses villages perchés, ses paysages magnifiques et son soleil omniprésent. Mais si on cherche un peu, on découvre qu'au-delà des clichés de cartes postales, c'est aussi un département qui regorge de curiosités, qu'elles soient historiques, géologiques ou architecturales. Alors si vous avez envie de savoir ce qui se cache derrière les champs de lavande et les oliviers, suivez le guide. Et d'où l'intérêt, comme tu disais, quand on a un tableau quand même assez noir, soit d'aller sur le terrain, par exemple on peut le faire avec Étrange Escale, mais d'aller voir les choses autrement, et puis aussi de chercher des curiosités, des sources d'étonnement qui permettent un peu aussi de se sortir de cette glauquitude ambiante, de ce climat pesant. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, en plus, entre le réchauffement climatique, entre Trump, entre les essais de missiles de la Corée, il y a beaucoup de trucs terribles qui se passent en ce moment. Donc si on se focalise là-dessus, on peut juste avoir envie de s'enfermer chez soi, voire de se jeter par la fenêtre, c'est très compliqué, quoi. Et en réalité, on peut aussi faire le choix d'élargir notre vision à toute la complexité du monde, parce que ça, c'est les points sur lesquels se focalisent les médias. Mais il se passe tellement de choses en permanence, tout le temps et partout, qu'on peut aussi essayer de braquer son projecteur ailleurs, et donc nuancer tout ça. Et justement, tu t'informes beaucoup, il y a des sujets qui parlent plus que d'autres, il y a des choses qui t'intéressent plus que d'autres, plus de la politique que de la culture, ou des choses comme ça, comme sensible. J'ai plutôt tendance à aller naturellement vers la science, voilà. Je suis beaucoup de sites scientifiques, d'actualité scientifique. Moins à la politique, je dirais plutôt à la géopolitique et aux
relations entre diplomatiques, les différents pays. Et sinon, est-ce que j'ai des sujets de prédilection particuliers? En fait, c'est assez varié, quoi. C'est vrai qu'à part les sciences, mais ça englobe aussi du coup l'environnement, etc. J'ai tendance à être une éponge, quoi. Je pense qu'il vient, mais je ne suis pas spécialement passionné de politique, effectivement, et surtout de politique intérieure. Ouais. C'est un truc auquel j'ai toujours été un peu réfractaire, et donc j'ai plutôt tendance à m'intéresser à ce qui se passe dans le monde globalement. Et quand on est youtubeur, tu dis que tu es intéressé par exemple à tout ce qui est scientifique, tu regardes d'autres vidéos, tu regardes ce que les autres gens font, tu te nourris de ce que... Enfin, te nourris, mais au moins tu regardes ce qui se fait ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Oui, pour les chaînes francophones, on parlait de Dirty Biology, par exemple, qui fait un boulot fantastique. J'adore ce que fait Michael Launay aussi, qui est d'ailleurs French actuellement avec Bookmat. Pour le cinéma, donc il y a Annie François qui fait Fossoyeur, c'est génial. En France, il y a des dizaines de chaînes passionnantes, très riches, qui sont faites par des gens qui sont à la fois passionnés et passionnants. Et il y a beaucoup de chaînes aussi anglophones qui sont extraordinaires et qui peuvent permettre à tout le monde d'apprendre des choses fascinantes en quelques minutes, quoi. Donc oui, je me nourris beaucoup. En fait, je pense qu'il y a plus de choses intéressantes quand on sait chercher sur YouTube qu'à la télé, par exemple, clairement. Donc, oui. Dernière question, comment elle va se passer cette année 2017-2018 pour la chaîne Axolot, les projets, les choses qui vont arriver? Les étrangers ciels, par exemple, ont déjà été tournés, elles vont être tournées? Non, elles n'ont pas été tournées, mais en fait, là, moi j'ai terminé mes bouquins, les 2 qui sortent au mois de novembre, là. Donc là, quand Frames se termine, je vais prendre une petite pause là quand même, parce que ça fait donc près d'un an que je bosse sur ces 2 bouquins en parallèle, et sur des vidéos aussi qui ont été tournées en cours de route. Et donc je prends une petite pause, et après je vais commencer à écrire Les Étranges Escales, et après les tournages vont être étalés sur 2018. Quoi. Donc ça, ce sera vraiment le programme de la chaîne. En 2018, ce sera Les Escales. Et donc il y aura quand même malgré tout des axoportraits, des petites choses qui vont... Peut-être, si je trouve le temps, parce qu'il y a aussi un autre bouquin en préparation pour 2018. Donc peut-être, si je trouve le temps. Souvent là pour les portraits, je fonctionne au coup de cœur, quoi. C'est-à-dire que je découvre une personne et je me dis ça il faut absolument que j'en parle, quoi. Donc ça arrivera sans doute, peut-être, oui. Mais là, la priorité, ça va vraiment être les escales sur cette année. Super, écoute, merci beaucoup Patrick d'être allé prêté pour la vidéo. N'hésitez pas à retrouver Les Étranges Escales, la chaîne de Patrick, mais j'imagine que maintenant ça fait un peu partie d'une référence dans le paysage YouTube français. Merci beaucoup Patrick. Merci à toi. Super, merci beaucoup.